Bonsoir Bruno Coquet. Bonsoir. Vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, et auteur de ce livre, Un avenir pour l'emploi. C'est aux éditions Odile Jacob. 4 mois de négociations pour rien. Les syndicats, le patronat n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la réforme de l'assurance chômage. C'est un échec sur un dossier explosif. Est-ce que ça marque un tournant ? Oui, ça marque un tournant. C'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire, en 1979, quand en quelque sorte les partenaires sociaux n'arrivent pas à se mettre d'accord et rendre les clés à l'État. Et c'est ça. Et l'État va devoir du coup intervenir. C'est une sorte de l'échec des négociations paritaires. Oui, c'est un échec. On ne peut pas dire le contraire, évidemment. Donc, du coup, il y a des choses à changer quand même. Donc, oui, il va bien falloir que quelqu'un le fasse. On a quand même toujours cette question autour de l'efficacité des corps intermédiaires. Comme on dit, est-ce que les syndicats sont hors jeu ? Structurellement, non. C'est même les mieux placés, en particulier dans un dispositif comme l'assurance chômage. Les syndicats de salariés ou les organisations patronales, c'est un dispositif économique, ce n'est pas un dispositif social. Il a des conséquences sociales. Mais en tout cas, les partenaires sociaux sont les mieux placés pour gérer un dispositif de cette nature. Au cœur du désaccord, pardon, je vous ai coupé ? Non, je vous en prie. Au cœur du désaccord, on a le bonus-malus, on en entend beaucoup parler. De quoi parle-t-on ? Est-ce que vous pouvez nous donner l'idée de cette mesure ? C'est comme en assurance automobile. Si vous faites beaucoup de rayures à votre voiture, au bout d'un moment, votre assureur il augmente le coût de votre contrat d'assurance. En revanche, si vous êtes sage et que vous n'avez pas d'accident ou qu'on ne vous raye pas votre voiture, votre prime diminue. Bon, là, c'est la même chose. Les rayures, c'est quoi ? Les rayures, c'est des contrats courts. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'employeurs qui choisissent pour s'organiser, ou des secteurs qui fonctionnent, en tout cas, avec des contrats courts. Il se trouve que ces contrats courts ont un coût pour l'assurance chômage, qui est assez important. Par ailleurs, d'autres employeurs n'en utilisent pas ou pas du tout. D'autres secteurs d'activité n'en utilisent pas ou pas du tout. Donc l'idée, qui est une idée pure d'économie de marché, c'est de dire, voilà, ceux qui font beaucoup de recours à l'assurance chômage et qui engendrent beaucoup de dépenses vont payer des cotisations plus élevées, et ceux qui, en revanche, ont des contrats longs et qui ne font jamais appel à l'assurance chômage paieront des cotisations plus faibles. Ces contrats courts, ça concerne combien de personnes ? On signe 40 millions de contrats courts par an en France, sachant que l'emploi équivalent, c'est à peu près 20 millions de personnes. Donc, du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'on a une très forte rotation sur des contrats très courts, de plus en plus courts. Certains, j'ai lu que c'était quoi ? Une journée ? Oui, même quelques heures pour évidemment un tiers des contrats. Et ça s'est beaucoup raccourci. En 20 ans, on a divisé à peu près par 3 la durée moyenne de ces contrats. Il y a des profils types de personnes qui, du coup, sont maintenues aussi dans une extrême précarité, puisqu'on comprend bien qu'un contrat extrêmement court, voire de quelques heures, n'aide pas à quelque chose de pérenne. Par définition, les personnes, c'est les précaires. Après, ce qui est typique, c'est des secteurs d'activité. Alors, des secteurs d'activité qui en ont besoin. Typiquement, quand on fait le salon de l'agriculture la semaine prochaine, on a besoin d'hôtesses d'accueil pendant une dizaine de jours. Pour autant, qui doit payer ? Est-ce que ce sont les caissières de supermarché ou les cadres jamais au chômage ? Non, c'est le client. C'est-à-dire la personne qui va au salon de l'agriculture, en quelque sorte. Et donc, du coup, l'entrepreneur qui organise ce salon, en quelque sorte, doit facturer à ses clients ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire les coûts induits par ces contrats courts, en termes de chômage, entre autres, en payant des cotisations un peu plus élevées. Et pourtant, le MEDEF est complètement contre cette mesure et justifie ce rejet en expliquant que les règles de la concurrence, le marché qui a énormément évolué ces dernières années ne permet pas d'organiser un bonus-malus tel qu'il a été pensé par le gouvernement, puisqu'il faut quand même rappeler que c'était une promesse de campagne du président Macron. Mais c'est très étonnant. C'est-à-dire que c'est un mode de fonctionnement naturel de l'économie de marché. D'ailleurs, si ce n'est pas un mode de fonctionnement efficace pour une entreprise, il faudrait tout de suite dire aux assureurs d'arrêter pour l'assurance automobile. Donc du coup, le point, c'est que c'est étonnant que le patronat dise ça. Par ailleurs, il faut savoir que 80% des entreprises y gagneraient. Et que 15% paieraient plus cher un système de bonus-malus environ. Donc, pourquoi ces entreprises gagneraient ? Parce qu'en fait, ils n'utilisent que des contrats longs, donc elles paieraient moins cher. Et donc, du coup, le point, c'est, à un moment donné, si les organisations patronales sont d'accord pour que les 80% qui verraient leur cotisation baisser sont d'accord pour finalement qu'elles ne baissent pas et payer pour les autres,
À la limite, il n'y a pas forcément besoin d'insister. Tout ça juste pour 15% en gros d'entreprises qui ne souhaitent pas payer davantage. Après, il faut aussi admettre que si collectivement les entreprises sont d'accord, peut-être qu'il faut entendre cet argument, ils acceptent de payer plus cher. C'est tout. Les négociations sont donc au point mort, on l'a bien compris. C'est le gouvernement qui reprend la main dans sa ligne de mire, les règles d'indemnisation des chômeurs. C'est ce qu'indique Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Je propose qu'on l'écoute. C'est simple, on a des règles de l'assurance chômage qui aujourd'hui favorisent le recours au travail précaire tant du côté des employeurs que des demandeurs d'emploi. Il y a une partie des règles qui a comme conséquence que le demandeur d'emploi, il n'a pas intérêt à retourner travailler, en tout cas à accepter un CDI. Pas d'intérêt à chercher un CDI. Ça veut dire quoi? On gagne plus au chômage qu'en travaillant? C'est vrai ça? Ça peut arriver. Il y a des règles qui ont été conçues dans les années 60 qui permettent de calculer l'allocation comme si tout le monde était en CDI à temps plein toute l'année. Mais bon, ça, c'est fini. Donc, depuis qu'il y a des contrats courts. Et donc, il y a un certain nombre de règles qui font que lorsque vous avez occupé des emplois courts et que vous venez au chômage, vous êtes indemnisé 30 jours par mois, alors que vous ne travailliez pas 30 jours par mois, typiquement. Et donc, du coup, vous pouvez avoir un choc de revenus positif. Donc, ces règles-là, il faut revoir. Bien sûr, oui, ces règles-là, il faut les traiter. Et donc, c'est quoi la solution? Est-ce que les droits des chômeurs doivent être revus à la baisse? On entend régulièrement aussi parler de dégressivité, c'est ça? Alors, les droits des chômeurs n'ont pas besoin d'être revus à la baisse. Il s'agit juste, quand vous avez assuré une Clio, de ne pas avoir une Mégane quand vous avez un sinistre. C'est-à-dire, on ne vous rembourse pas plus que ce que... Enfin, on ne vous indemnise pas pour plus que ce que vous avez assuré. Donc ça, c'est une règle de base. La dégressivité, 100% des études sont d'accord sur le fait que c'est inefficace pour l'assurance chômage. Voilà. On rappelle quand même que le déficit de l'assurance chômage, il est très important. 36 milliards d'euros de dette cette année. Vous vous dites, il n'y a pas de rapport avec les droits des chômeurs. Dites-nous pourquoi. Depuis 25 ans, chaque année, les cotisations payées par les employeurs et les salariés sont supérieures aux prestations payées par l'assurance chômage, y compris pendant la crise. Donc du coup, l'activité d'assurance de l'Unédic, elle est excédentaire depuis toujours. En revanche, l'Unédic est déficitaire et a une dette, comme vous le signalez. Ce déficit vient du fait que l'Unédic a à sa charge des politiques publiques. Par exemple, et finance le service public de l'emploi à hauteur des 2/3, c'est-à-dire Pôle emploi, 3,5 milliards par an quand même. Il ne s'agit pas de moins financer Pôle emploi, mais un service public se finance par l'impôt, pas par des cotisations sur les salariés des secteurs marchands qui augmentent le coût du travail. Les frontaliers, la politique culturelle... Les frontaliers, ça veut dire quoi? Des personnes qui ne cotisent pas en France, mais qui profitent de l'assurance chômage en France. Voilà, 700 millions par an. Sachant que le gouvernement, dans la feuille de route, indiquait à peu près des économies à réaliser d'1 milliard d'euros par an. Donc les ordres de grandeur, on voit bien, peuvent être atteints par autre chose que la réduction des droits du droit commun, parce que c'est l'épargne de précaution des chômeurs, le droit commun. Il est excédentaire, donc ils payent trop par rapport à ce qu'ils reçoivent, c'est mutualisé, mais quand même, c'est ça qu'on peut dire. Donc si vous réduisez les droits pour payer autre chose qui n'a rien à faire dans le compte de l'assurance chômage, ce que vous faites, c'est que vous prenez une taxe sur l'épargne de précaution des chômeurs. Et donc, du coup, vous avez du mal quand même à vendre ça. Alors, ça ne veut pas dire que les règles que signale la ministre, il faut les changer. Mais par ailleurs, il faut avoir une vue assez globale du système et pas tailler à la hache dans les droits. Et alors, comment les changer? Parce qu'on voit bien, le contexte social est extrêmement tendu, les gens sont dans la rue pour demander plus de pouvoir d'achat. On a du mal à voir comment le gouvernement va changer les règles sans aller au clash. Expliquer. L'assurance chômage, c'est d'abord un sujet technique et après, vous pouvez faire de la politique avec. C'est comme les retraites. Alors, il faut quoi? Il faut expliquer, il faut un grand débat sur le chômage, par exemple? Quand les réformes Juppé ont échoué à réformer les retraites dans les années 90, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé le Conseil d'orientation des retraites. Qu'est-ce que c'est? C'est toutes les parties prenantes, les partenaires sociaux, mais aussi des experts. Mais ils ont déjà essayé de négocier, non, ça pas ne du tout. fonctionne pas. C'est pas une négociation. C'est à flux continu. On vient et chacun présente ses chiffres, ses études, etc. On est d'accord sur les faits. Sur l'assurance chômage, on n'est pas d'accord sur les faits ni sur les priorités. Et c'est ça qu'il faut organiser. Il faut un diagnostic partagé. Aujourd'hui, il n'y a pas de diagnostic partagé. Voilà. Eh bien, c'est entendu. Merci Bruno Coquet. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Un avenir pour l'emploi, aux éditions Odile Jacob. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur le rapport coup de massue du Sénat qui étrille la gestion de l'affaire Benalla. Quel est le rôle de cette Chambre? A-t-elle outrepassé ses droits? C'est dans l'air est intitulé ce soir Élysée-Sénat, la rupture.